Bonsoir à tous, au cœur de la mêlée, l'émission rugby quotidienne de Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Au sommaire ce soir, le 15 de France, à 3 jours de son 3e match dans le journal de la Coupe du Monde. Ils sont au cœur de la mêlée ce soir, Eric Bonneval, Yoann Huget et notre invité Philippe Bernatsal, le qui je suis ce soir, avec bien sûr des cadeaux à gagner dans cette émission. C'est ça la Coupe du Monde sur Sud Radio, de l'info, de la bonne humeur, des cadeaux. Merci d'être avec nous au cœur de la mêlée. Bonsoir à tous, bonsoir Yoann Huget, bonsoir Eric Bonneval. Bonsoir. Salut à tous. Bon, tout va bien, vous avez passé un bon week-end de Coupe du Monde, un bon deuxième week-end de Coupe du Monde? Excellent, avec des fly pigeons incroyables, avec des Portugais valeureux. Voilà, on a pris du plaisir. Bon, une note, Eric, sur ce week-end-là, après ce gros week-end de jeudi à dimanche, il y a eu quoi, 7 matchs, je crois? Ouais, c'était copieux. 7,5. D'accord, 7,5 sur 10, c'est-à-dire qu'on en veut un peu plus. C'était bien, mais on en veut encore plus. Et d'ailleurs, on va en reparler dans un moment. Lucien Gasparac est avec nous. Salut Lucien. Bonsoir, ravi de vous retrouver. Oui, Quentin Cabanis également aux commandes de l'émission. Visiblement, il y a eu du coaching. Il y a eu du coaching aujourd'hui. Il fallait que certains qui se sont beaucoup déplacés se reposent aujourd'hui. Oui. Mais bon, il n'aurait pas dû. Une pensée pour son épaule. Voilà, moi je ne savais pas qu'en pouvant comme ça appuyer sur des boutons, on pouvait se blesser à l'épaule. Il a essayé de jouer au toucher. Il n'aurait pas dû. Blessé à toucher, on salue Maxime en tout cas, on espère que c'est pas trop grave. Vous êtes avec nous également sur les réseaux, bien sûr, le hashtag Sud Radio Rugby 0826 300 300 au téléphone. Aude est avec nous pour répondre à vos appels au standard. On va commencer avec le journal de la Coupe du Monde, Lucien, les dernières infos et forcément on commence avec le 15 de France. Voilà, qui sera aligné face à la Namibie? Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Oui, après ce match terne face à l'Uruguay, on devrait retrouver les joueurs dits premium face à la Namibie ce jeudi. Antoine Dupont, Grégory Aldrit, Winnie Antonio, Gaël Fickou seront là. Et aussi, on va voir sûrement le retour de Cyril Bay et Jonathan Danty. Alors, des dernières nouvelles qui nous viennent d'Aix-en-Provence, le camp de base des Bleus. Le nouveau camp de base des Bleus, il devrait débuter ce match. Et après ce match de l'Uruguay, seulement 3 joueurs vont être conservés dans le 15 titulaire. C'est Cameron Woki, Anthony Gelonche et Louis Bielbiarré. On écoute Laurent Labitte au sujet de cette équipe. Il est évident qu'après le match de la Namibie de jeudi, on aura 15 jours avant le match de l'Italie. Donc ça veut dire que les joueurs qui ont joué le match d'ouverture le 8 septembre, c'est notre l'Italie, ils vont rejouer que le 6 octobre. Un mois sans compétition, sachant qu'on ne peut pas mener, bien sûr, les formes d'entraînement qu'on utilise à 42 quand on est 33, avec toujours 1 ou 2 joueurs ou 3 qu'on doit ménager. Donc on va trouver notre travail, notre progression sur les matchs. Et c'est ce qu'on espérait pour l'Uruguay et c'est ce qu'on espère pour la Namibie. Et à noter chez nos amis namibiens, le centre Roum-Malan qui s'est blessé face au All Black. Il est sorti sur civière et sous oxygène. Il a reçu un cadeau de la part des Néo-Zélandais. Il a reçu un maillot dédicacé de la part de toute l'équipe. C'est un geste à noter. Ouais, beau geste effectivement, mais sa cheville n'était pas belle à voir. Fracture et luxation. Voilà, on l'a d'ailleurs pas trop vu en regardant la télévision, mais moi je l'ai aperçu sur le plan large. Les All Blacks c'était à Bordeaux. C'est un peu comme les Rolling Stones en tournée, les All Blacks. Oui, malgré la défaite lors du match d'ouverture, ils ne perdent pas de leur engouement. Les All Blacks, et ils se sont entraînés devant 10 000 supporters à Chabandelmas. Donc la All Black Mania est encore bien présente. Voilà, ça devait être à Bègles devant les 3000 spectateurs du stade André Moga. Finalement, c'était déplacé à Chaban. Et malgré la pluie, il y a eu du monde aujourd'hui. Un demi d'ouverture qui va remplacer un talonneur, c'est possible chez les Sud-Africains. Les Sud-Africains qui innovent, oui. Malcolm Mars qui s'est blessé la semaine dernière, rupture des ligaments croisés. Et c'est le demi d'ouverture que l'on connaît bien, André Pollard, que l'on connaît bien parce qu'il a été champion de France en 2022 avec Montpellier et surtout champion du monde avec les Sud-Africains en 2019. Un retour qui ne fait pas forcément nos affaires puisque on pourrait croiser les Sud-Africains en quart de finale et avec un André Pollard en force, c'est toujours plus compliqué de s'imposer. C'est un bon talonneur, Eric Bonneval, Pollard ou pas? Il est pas mal, il sert très bien les piliers. Mais alors après, je suis pas sûr qu'à ce moment, enfin, sur ceux qu'on a vu en France, je n'avais pas trouvé que c'était un super numéro 10 non plus. Bon, d'accord. Yoann, une petite réaction sur ce coaching? Oui, c'est sûr que quand ces joueurs-là arrivent en France, on les trouve toujours plus extraordinaires avec leur pays ou leur club, pardon. Mais il avait été blessé, il est arrivé blessé, il a eu du mal à se mettre dans ce système de jeu un peu montpelliérain. Mais quel joueur je pense que le problème actuel, et le seul problème actuel des Sud-Africains, c'est leur tir au but.
Et pour info, André Pollard qui ne devrait pas jouer le match face à l'Irlande samedi, il est trop juste physiquement, mais il va rentrer petit à petit dans la compétition. Et les Fidjiens, après leur victoire contre l'Australie, qui se sentent pousser des ailes, même ils s'enflamment un peu peut-être. Oui, les Flying Fijians qui, après cette victoire, se sentent pousser des ailes, puisque Semi Radradra a déclaré en zone mixte après le match: on est là pour gagner la Coupe du Monde, rien n'est impossible après cette superbe victoire. Et voilà, il faut toujours y croire. Côté Australie, en revanche, après cette défaite, forcément, Eddie Jones, c'est un peu le paratonnerre des Wallabies et ça continue. Oui, mais il s'est pas démonté en conférence de presse après la défaite. Il a dû faire face à un flot de critiques, notamment celui de Sonny Bill Williams qui a pointé du doigt le manque d'un véritable ouvreur dans cette équipe. Et Eddie Jones lui a répondu, il a déclaré: il a dit ça, peut-être que je pourrais devenir consultant et passer à la TV comme lui pour avoir toujours raison. Et il s'est pas arrêté là, le show a continué, Eddie Jones, puisque au moment d'évoquer les sifflets du stade Geoffroy Guichard, à chaque fois que son visage apparaissait sur l'écran géant, il a déclaré: j'ai l'habitude, je le mérite, et je mérite même pire, on pourrait me balancer des baguettes et des croissants en plus. Il manque pas d'humour, Eddie Jones. Il manque pas d'humour et surtout il joue bien son rôle quand même de paratonnerre. C'est vrai que vous, Eric, êtes consultant chez nos amis de beIN et puis aussi sur Sud Radio, tout comme Johan, vous avez toujours raison quand vous êtes consultant? Mais pendant quelques minutes, oui, on a toujours raison, il n'y a personne qui nous contredit. Attention, au cœur de la mêlée, ce soir ça va bouger. Johan, vous c'est plus dur quand même, on vous bouscule quand même, Johan, vous confirmez? On se fait bousculer, mais c'est pas grave. L'essentiel c'est qu'on soit juste et droit avec ce que l'on dit, ce que l'on pense. Après, la liberté d'expression, on a le droit de dire ce que l'on pense. Et aujourd'hui, Eddie Jones, c'est vrai qu'il n'est pas au summum de ses performances. On attend toujours un déclic et ça vient pas. On pense qu'il a la recette miracle comme il avait fait avec les Anglais. Et malheureusement, la mayonnaise ne monte pas et ne prend pas. Et puis surtout le choix de certains joueurs peut-être à caution et ils traînent ça comme un boulet. Oui, voilà. Mais à la fois, c'est aussi une manière de protéger ses joueurs, cette com un peu où il devient un peu détesté, voire un peu détestable, et il le fait quand même toujours avec une pointe d'humour. Mais de dire qu'il prépare les joueurs pour le futur, c'est la Coupe du Monde qui est là quand même. Donc les joueurs ils doivent être prêts à la Coupe du Monde. Ils les préparent pas pour le futur. Je sais pas quel futur, mais là l'essentiel c'est qu'ils réussissent leur Coupe du Monde. Oui, c'est vrai. Le futur immédiat. Quand vous êtes Australien et que vous êtes critiqué par un Néo-Zélandais, ça pique. Ouais. Voilà. Et le futur des Australiens, c'est dimanche soir, ce sera à Lyon. Pays de Galles, Australie. On le vivra bien sûr sur Sud Radio. Allez, on se retrouve dans un instant. Merci Lucien pour le journal de la Coupe du Monde. On sait tout, on est à jour. On est prêt bien sûr pour dérouler, décrypter, disséquer tous ces sujets avec Eric Bonneval, avec Yoann Huget, avec vous au 0826 300 300. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio au cœur de la mêlée, donc pour revenir sur ce week-end de Coupe du Monde, le deuxième, voilà, avec notamment l'actualité du jour. Avant cela, c'est le point compo. Eric Bonneval est avec nous, Yoann Huget également. Messieurs, on l'a vu, les cadres vont revenir. Est-ce que ça vous semble être plutôt logique ou plutôt une surprise, Eric? Pour moi, c'est tout à fait logique. Il y a un turnover, il y a un enchaînement et un rythme à trouver. Il faut faire tourner, il faut que tout le monde participe. Et puis à un moment donné aussi, on a besoin de plus de clarté dans ce qu'on veut faire. Je crois que ça a bien été. Laurent Labitte l'a bien expliqué. Il y a quand même un gros entre ce match-là, entre la Namibie et l'Italie, il va y avoir quand même pas mal de repos. Et donc il faut que les premiums qui soient sur le terrain les platiniums, vous voulez dire, choses dans l'ordre. Ah, les platiniums. Oui. Les platiniums remettent les choses dans l'ordre. Yoann Huget, c'est vrai qu'on pourrait se dire aussi que c'est peut-être un peu une sanction contre les remplaçants qui n'ont pas brillé non plus contre l'Uruguay. Les doublures, il y a eu 12 changements pour le match numéro 2. On pouvait penser qu'il y aurait avoir peut-être une équipe un peu plus mixée. Elle est mixée. Il a dit qu'il allait y avoir quelques revenants de blessures. On voit Gabriel qui est susceptible d'être hors groupe. Donc je pense qu'il a bien son plan en tête et que quel que soit le résultat, il garde son plan. Depuis 4 ans, il garde un plan. Il va aller au bout de son plan, Fabien. Et c'est tout à fait logique qu'il y ait des joueurs peut-être qui vont jouer qu'une mi-temps ou 60 minutes peut-être contre la Namibie et ils vont sortir et faire rentrer d'autres. Je pense qu'il est dans un état d'esprit de faire jouer à peu près pas tout le monde, mais que tout le monde ait le même temps de jeu
pour pallier à certaines blessures et qui n'est pas un joueur qui est pas joué pendant 2-3 matchs et qui se retrouve là en cas ou en demi-finale sans avoir pu jouer un match de poule. Voilà. Et il faut que ces joueurs premium également puissent vivre cette Coupe du Monde. Parce qu'après l'Italie, il y a le quart et si un croc en jambe en quart, ils seront passés à côté d'une Coupe du Monde en France sans avoir peut-être exprimé tout leur potentiel. Ouais, alors ça c'est toujours aussi on va dire la particularité de la Coupe du Monde, c'est que parfois ça peut être un peu étiré entre 2 matchs de poule. On le voit là entre le match 2 et 3, et puis après ça va s'accélérer aussi si entre quart demi-finale, si jamais ça passe après quart. Mais c'est vrai qu'il faut prendre les matchs les uns après les autres, Eric. Là on y est là dans cette voilà, on peut comprendre ça. Hein. Oui, bien sûr, c'est une compétition qui demande d'enchaîner les matchs. On voit que les Irlandais ne se posent pas ces questions. Hein. Ils mettent la meilleure équipe chaque match pour l'instant. Donc, qu'ils la mettent tout le temps, hein, les Irlandais. Qu'ils la mettent tout le temps, tous les matchs. Après, les matchs le demandent aussi. Hein. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je pense que c'est la bonne stratégie. Et Johan a entièrement raison aussi. Hein. Ça va peut-être aussi permettre de relancer des joueurs qui reviennent de blessures. On va les revoir. Alors, c'est toujours intéressant pour préparer après. Donc Cyril Bay et Jonathan Danty. Les matchs couperés. Ouais, bien sûr. Ouais. Cyril Bay, voilà, c'est pas trop tôt là. On parlait plus peut-être de l'Italie. Bon, on imagine qu'ils vont pas tenter le diable. Voilà, et que Cyril Bay, s'il revient, ça va être le bon moment. Mais ça veut dire quoi? C'est plus une mi-temps ou un bout de match? Comment vous le sentez, vous, messieurs? Johan? C'est ça, c'est exactement. Il va faire peut-être une mi-temps ou 60 minutes. Et voilà, ils vont pas prendre de risque. À la moindre petite alerte, s'il y a alerte, il sortira. Mais Cyril, il se sent bien, il a hâte de rejouer. Pour avoir un peu échangé avec lui, c'est un joueur qui aime être sur le terrain et qui participe énormément dans la vie de groupe du staff et des Bleus. Donc c'est une pièce maîtresse de ce groupe depuis 4 ans. On a la chance d'avoir l'un des meilleurs piliers gauche du monde et il faut pas prendre de risques, mais il se sent prêt et il a surtout envie de rejouer. Lucien Gasparach. J'avais une question pour nos consultants, c'est quand on voit comment ça va s'accélérer après avec l'Italie, puis un quart de finale, potentiellement une demi-finale, une finale, est-ce qu'il ne serait pas bon aussi de garder certains joueurs au frais pour cette phase d'accélération? Par exemple, Grégory Aldrit qui a fait tous les matchs de matchs amicaux, qui a joué le match d'ouverture, qui s'est beaucoup donné. Est-ce qu'avoir une vraie période de repos, ça pourrait pas être idéal aussi? Où le rythme est vraiment trop important et obligé de les faire jouer? Non, j'y crois pas. Ils ont l'adrénaline là. Ils ont envie de jouer. De toute façon, les joueurs. Alors après, il faut les gérer, c'est sûr. Mais un joueur comme Grégory Aldrit, il peut très bien faire pareil une mi-temps contre la Namibie. Puis contre la Namibie, franchement, il n'y a pas beaucoup de risques. Hein. Même pour Cyril Bay en pilier. Je veux dire, c'est pas là qu'il va laisser les plumes. Mais bon, ils ont besoin de retrouver le rythme. C'est des joueurs qui ont besoin de jouer. Ils vont pas prendre de risques. Ils vont pas faire 80 minutes sur ce match. Je pense que la bonne tactique, c'est faire ce qu'a fait Irlandais contre les Tonga. Hein. Faire une première mi-temps avec l'équipe type. Vous mettez 40 points à la mi-temps et après vous faites tourner et vous laissez reposer et vous préparez l'Italie pour après arriver sereinement en quart. Retour quand même aussi sur le week-end, le débrief. Voilà, l'exploit historique des Fidji, vainqueur donc 22-15 des Australiens hier. Est-ce que selon vous, Johan, ce n'est qu'un début? Un début d'exploit. Est-ce qu'on va avoir une... Jusqu'où vont-ils aller? Ces Fidjiens sont surprenants dans un sens et dans l'autre. En 2019, ils ont perdu contre l'Uruguay, après avoir failli gagner contre le Pays de Galles et les sortir. Donc, l'un dans l'autre, j'ai envie de croire qu'ils ont évolué, j'ai envie de croire qu'ils ont franchi un cap. Mais ça, on le verra, on aura la réponse face à la Géorgie sur le match prochain. Aujourd'hui, ces Fidjiens-là, ils prennent 40 points face à l'équipe de France, un match de préparation. Voilà, je ne sais pas. Ils sont encore un petit point d'interrogation. S'ils arrivent à battre largement la Géorgie, je me dirais, ça y est, ils ont franchi un cap. Mais après, on les connaît assez pour les voir évoluer dans notre championnat. Après des grosses performances, des fois, ils retombent un peu. Oui, Eric? Ouais, c'est vrai, Johan les connaît bien. Hein, c'est vrai que c'est cette... Mais cette équipe a quand même évolué, moi, il me semble, parce qu'on a vu quand même le match qu'elle a fait contre l'Australie.
où ils n'ont pas joué comme des Fidjiens. Ils l'ont gagné à l'irlandaise un peu. Ils ont joué comme il fallait jouer pour gagner. Ils ne sont pas tombés dans les travers d'envoyer du jeu de partout, de tenter des passes impossibles. On a vu souvent des joueurs qui, plutôt que de tenter un offload, allaient au sol. Ça a déblayé, c'était propre. Ils sont restés très pragmatiques avec ce numéro 9 là, qui a été extraordinaire au pied. Ce qui peut leur manquer ou ce qui peut leur faire défaut, parce qu'on a vu que son remplaçant, ça n'a pas été pareil. Il avait le pied en forme de croissant. Donc, ils sont capables de tout. Il a enroulé. Il a roulé, mais un peu trop. Il a roulé. J'ai cru que c'était Platini, moi, qui butait. Il cherchait des lucarnes. Mais non, plus sérieusement, ils sont dangereux. On a vu qu'ils avaient franchi un cap, mais Johan a entièrement raison. Ce sont des Fidjiens et de temps en temps, ils peuvent être rattrapés par. On l'a vu en touche graine aussi, de folie qu'on aime. Hein. On l'a vu dans leur conquête aérienne en touche où ça a été quand même, je crois qu'ils ont enchaîné 3 ballons perdus d'affilée à des moments où c'était un peu limité. Ils se sont mis le feu sur la fin de match. Allez, on va passer à une séquence que vous aimez bien, messieurs, votre soufflante du jour. Sud Radio, au cœur de la mêlée. T'es tendu comme une crampe. Mais non, je suis pas tendue. Si t'es tendu. Bah non. Non mais tu t'es vu? Je te trouve grotesque. T'as rien, je ne t'aime pas. Si je te dis que t'es tendu, t'es tendu. Je te dis que t'es tendu, Natacha. C'est tout. J'en ai marre, ok? Putain, merde! Ah ben voilà, c'est dit, mais ça va être encore mieux dit par Eric Bonneval. C'est quoi votre séquence du jour, Eric? Je vais m'attaquer aux Anglais. C'est bizarre. Ouais, c'est vrai. Bon, en plus, je m'en prends. J'ai pas les moyens, mais quand le coach dit qu'il est content, très content de ce qu'il a vu, que l'équipe est en progrès, alors c'est vrai. Ils ont une belle victoire contre le Japon. Ils ont un pied en quart quand même. Oui, non, mais c'est jackpot, hein, c'est carton plein. Ils mettent 20 points ou 30 points à l'Argentine, alors que je pense que les bookmakers voyaient l'inverse. Et contre le Japon, c'est à 12-8 où ils arrivent à faire basculer le match avec une magnifique tête sur une passe sautée, en avant, pas en avant, tête. Ouais. Un essai très bien construit. C'est la chance du champion du monde. Un jeu au pied insupportable parce que des fois c'était juste pour jouer au pied. Mais ça a gagné, alors c'est difficile. Vous me direz s'ils sont champions du monde. Mais alors, qu'est-ce que c'est pénible de regarder le match? Qu'est-ce que c'est triste? Heureusement qu'il y a des Japonais qui essaient de jouer au rugby. Parce que sinon, c'est vraiment. Trop restrictif, quoi, ces Anglais. C'est pas une bonne pub pour le rugby, quoi. C'est pas avec ça qu'on va attirer les jeunes. Hein. Bon, votre coup de gueule, ou en tout cas votre soufflante, Johan, du soir. Ma soufflante, c'est par rapport à ces matchs de poule où on voit encore un écart trop grand entre les nations mineures et les grandes nations. Et ce qui est dommage, c'est que ces nations mineures comme le Portugal ou on voit l'Uruguay, qui sont pas loin. Et en fait, après la Coupe du Monde, elles régressent parce que elles jouent pas assez face à des grandes nations. Elles ont du mal à progresser malgré le bénévolat de beaucoup de fédérations autour de ces petites nations. Et il faudrait les aider. Il faudrait les aider à ce que des fois, les grandes nations, c'est pas une perte de temps d'envoyer des jeunes jouer la France A, jouer ou les moins de 21 ans, jouer contre ces nations-là pour les faire progresser, pour les amener pendant 4 ans à progresser parce que ils se retrouvent à jouer entre eux. Et d'un coup, ils sont exposés à jouer face à la Nouvelle-Zélande, d'autres trucs, et ils prennent 80 points. Est-ce que vous prenez un plaisir à regarder un match où il y a 80-5 ou 0? Non. C'est les Anglais, il n'y a personne qui prend du plaisir. Alors, on a avancé parce qu'en 2007, on franchissait la barre des 100. C'était arrivé, c'est la dernière fois où c'était arrivé. Je crois que le Portugal avait pris plus de 100 points contre les All Blacks. Là, quand même, on voit que l'Uruguay, qui n'a joué qu'une nation du tiers 1, c'est-à-dire l'Italie, entre 2019 et 2023, a résisté quand même plus que résisté aux Français. Que le Tonga, même si le score est lourd à la fin, mais quand même le Tonga a rivalisé. Le Tonga a joué 3 fois contre des nations du tiers 1 en 2021. Voilà, c'était les Blacks, je crois l'Écosse et l'Angleterre. Mais c'est vrai que là, on vous rejoint effectivement, d'autant qu'il y a un potentiel quand on voit notamment les Portugais qui ont aussi bien résisté face aux Gallois. Hein. C'est un peu le coup de cœur du week-end, les Portugais quand même, de Patrice Lagisquet. Oui. Gros coup de cœur. Mais le problème, c'est qu'ils n'arrivent pas dans l'enchaînement des matchs. On va le voir sur le 2e ou 3e match. Ils vont être épuisés, il va y avoir de la casse et ça va être plus compliqué. Là, ils laissent toute leur stève, on va dire, sur ce premier match-là parce qu'ils sont remplis d'adrénaline. Mais au fur et à mesure des matchs et des rencontres, le score va être un peu plus lourd. Ils vont commencer à lâcher un peu plus.
Et ça va être encore des scores fleuves d'ici 15 jours. Ouais. Eh ben on va suivre ça, en tout cas dans ce week-end qui redémarrera, ce long week-end à partir de mercredi, je crois avec un Italie-Uruguay. Tout à fait, 17h45. Tiens, on parlait du standard tout à l'heure, 0826 300 300. Vous pouvez bien sûr nous appeler pour participer. Vous pouvez aussi nous appeler pour gagner un cadeau. À tout de suite dans Au cœur de la mêlée. Sud Radio, au cœur de la mêlée. C'est François qui est avec nous. Bonsoir François, vous nous appelez d'Agen. Voilà, absolument. Où on connaît bien le rugby, Agen. On connaît bien le rugby. On connaît un petit peu. Je suis originaire d'abord de Cahors. Mon papa jouait à Calfred de Roc, Montméja, les grands internationaux de l'époque. Denis Charvet, Philippe Benetton, Abdel Benazi. Et Abdel Benazi aussi jouait à Cahors. À Cahors, absolument. Ouais. Michel Courtiol également. Voilà, moi je suis de la génération à Denis. Denis, voilà, j'ai joué avec. Et, bon, c'était un junior. Bon, après j'étais mauvais, donc non, je suis parti travailler. Donc voilà, c'est la vie. Bon, supporter du SUA ou des Cadurciens alors? Non, supporter des Cadurciens bien sûr, parce que j'y suis né et comme ça fait 35 ans que je suis à Agen, et effectivement je suis devenu agenais quoi. C'est un club merveilleux quoi. Donc j'ai été bénévole pendant 22 ans. Maintenant je viens de lâcher depuis 2 ans, mais bon c'est un club fantastique qui est en difficulté un petit peu. Bon, il faut espérer que ça aille mieux et puis voilà quoi. Donc la Pro D2 c'est dur, c'est âpre, mais c'est du bonheur de les voir quand même. Bon, est-ce que c'est un bonheur de voir cette Coupe du Monde en France alors pour vous, François? Absolument. Pour une fois qu'on a la chance d'avoir une Coupe du Monde, il faut arrêter de critiquer tout parce que franchement j'entends des choses, ça fait mal. Match d'ouverture, c'était pas terrible, du jardin, machin, conneries. Franchement, il faut qu'ils arrêtent. Nous on prend du plaisir de recevoir tous les gens. Hein. Effectivement, il y a des. Là, je viens d'entendre un commentaire qui m'a déplu un peu parce que la Coupe du Monde, effectivement, il y a des petites nations. Bon, je suis allé voir Afrique du Sud, Roumanie à Bordeaux hier. Et là, on voit une grosse tôle, bien sûr. C'est un peu dur, quoi, de se retrouver à presque 80-0. Mais bon, je pense que pour faire évoluer le rugby, il faut ancrer tous les gens. Hein, il faut accepter. On ne peut pas faire trop de différences et il faut quand même accepter, sinon il n'y a pas de Coupe du Monde quoi. Il faut accepter ce genre de choses. Voilà. Mais il faut encourager aussi les nations à jouer un peu plus contre les grandes nations entre les Coupes du Monde pour qu'elles progressent aussi. C'était le... Oui, mais déjà c'est une expérience qui chope, les joueurs qui jouent là, je pense que c'est merveilleux quand vous faites une Coupe du Monde, même si vous prenez une tôle et que vous êtes heureux quoi. Vous allez jouer les Blacks, vous vous rendez compte, c'est pas tous les jours que vous jouez les Blacks. Là, ils veulent jouer l'Afrique du Sud, les champions du monde, bon, et la Roumanie contre les champions du monde. Bon, c'est vraiment très agréable. Voilà, c'est bon, pas pour le score, pas pour le plaisir du spectateur, mais bon, moi, rien que d'être au stade, mais franchement, c'est un moment de partage. Et bon, on voit un non-match, mais on a le plaisir d'y être. C'est bien, quoi. On suit les gens. Et François, on va bien sûr vous remettre un livre, celui de Daniel Herrero, le dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes. Dictionnaire amoureux du rugby des temps modernes chez Plomb. Voilà, c'est Daniel Herrero qui l'a écrit et on vous l'envoie bien sûr. Oui. C'est trop bien. C'est trop bien parce que Daniel, je l'ai rencontré en Écosse en 96. On avait bien discuté. Ah, c'est bizarre ça. Il est pas très bavard, hein, Daniel. Non mais bon, j'adore sa verve. Il est fantastique. Bon, c'est un mec bien. Bon, moi je voudrais passer un petit mot quand même pour. Mais rapide, hein, parce que là j'ai débordé. Je vais me faire taper sur les doigts, François. Alors, comme vous avez un prénom chouette. Des grands clubs, mais bon, il faut parler. Moi, je parle pour la gouverne. J'ai un ami qui est président du club de Nérac, Thierry Sourbette. Et c'est un gars qui fait de la formation. Ils ont plein de jeunes et c'est l'avenir du rugby. Donc, vive le rugby, que ça continue. On a la chance d'avoir une Coupe du Monde et c'est la fête. Voilà. Nérac a été formé Marc-Andreux, de mémoire. Hein, voilà, absolument. Voilà, mais vous me demandez, François. Allez. Bon, mais j'embrasse tout le monde. Merci. Daniel Herrero, que j'espère revoir. Et
soyez forts. Et allez les Bleus. Et allez les Bleus et qu'on finisse en premier. Hein. Effectivement, une Coupe du Monde en France, il faut la gagner. Il n'y a pas à chier. Mais je crois qu'ils l'ont compris. Ils sont motivés. Allez. Je suis très triste pour Ntamak qui se blesse à un moment difficile. C'est terrible. Ntamak, c'est terrible qu'il se blesse comme ça. Je suis d'accord avec vous, François. Quand on se prépare pendant 4 ans au Stade Toulousain et qu'on se pète, ça doit être horrible. Ouais, c'est ça, ça doit être horrible. C'est dur. C'est très dur. Je le plains parce que c'est comme les Jeux Olympiques, c'est la même chose. Voilà. Parole de Yoann Huget qui s'est blessé à son premier match en 2015, on s'en souvient, contre l'Italie, mais je ne veux pas remuer et faire ressortir de mauvais souvenirs. Merci François d'avoir été sur Sud Radio en direct. Bon courage à tout le monde, et puis bonne Coupe du Monde, et j'espère qu'on verra une belle finale. Allez, merci. Et merci pour le cadeau. Allez, à bientôt François. Ben voilà, c'est ça. Bon, on a un peu débordé, c'est vrai, on l'avoue, mais c'est quand même sympa d'avoir aussi des passionnés comme François d'Agen et enthousiastes comme ça. On partage son enthousiasme. Tout de suite, au cœur de la mêlée, un invité arrive, c'est un certain Philippe Bernatsal qui va nous rejoindre. Mertens, Gibson, Mertens, une redoublée. Richard Dourte les a gênés. L'arbitre sur la ligne avec Victor. Vas-y Olivier, Bernatsal, attention, retour de Wilson. Vas-y Olivier, il a Bernatsal avec lui. Il va peut-être marquer. C'est Philippe Bernatsal. Et c'est... Avec vous les auditeurs Sud Radio, au cœur de la mêlée, le magazine de la Coupe du Monde sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde, avec Yoann Huget, notre ancien ailier et consultant Sud Radio, avec Eric Bonneval, ancien centre ailier du 15 de France, notre consultant Sud Radio, et avec un ancien ailier du 15 de France qui est notre invité ce soir, c'est Philippe Bernatsal. Salut Fifi. Bonsoir messieurs. Ouais, bien. Que des anciens déliés. Salut. On est content. Et François Elie aussi. Ouais, j'aurais pu, mais j'ai pas fait. Content de t'accueillir, Philippe Bernatsal, parce que c'est toujours un plaisir de t'avoir au téléphone. Voilà, on parle bien sûr de cette Coupe du Monde. On va quand même replanter le décor, parce que juste avant la pub, on a entendu ce qui a fait lever les foules en 99, cet essai incroyable avec Bernard Laporte et Christian Jean-Pierre aux commentaires sur TF1 à l'époque. Voilà, mais on va dire, il n'y a pas eu que ça dans ta carrière quand même, voilà, parce que moi je sais que tu es le seul ailier ou quasiment l'un des rares qui a jamais été remplaçant. C'est vrai ça, en équipe de France? Ben ouais, si tu le dis François, ouais, mais à l'époque c'était un peu différent à l'époque, mais oui, c'est vrai que quand on était sélectionné à l'aile, c'était pour jouer. C'était des joueurs polyvalents qui étaient remplaçants sur le poste d'arrière et d'ailier. Et moi, comme je jouais qu'à l'aile, c'est vrai qu'à chaque fois que j'ai été titulaire, que j'ai été sélectionné, c'était pour être titulaire. Voilà, toi tu te déplaçais pas pour t'avais des conditions, c'était bon, cette coupe du monde, Philippe, tu la sens comment et tu la vois comment depuis d'abord depuis le début, ces 2 premiers week-ends là? C'est super. J'ai eu la chance d'être au stade pour l'ouverture de la Coupe du Monde et puis le lendemain pour Géorgie-Australie. Bon, c'est vrai que les matchs, au moins ces 2 matchs n'étaient pas forcément aboutis, mais en tous les cas, on sent qu'il y a de l'engouement en France. Les Français sont présents. Il y a une belle ambiance dans les stades. Et je crois que c'est ce qu'il faut noter sur ces premières journées. Après, voilà, les matchs ils sont ce qu'ils sont, mais en tous les cas, force est de constater qu'on a vraiment, et je me faisais la réflexion lors de l'ouverture de la Coupe du Monde et de ce match France-Nouvelle-Zélande, d'avoir la chance de vivre ça dans notre pays avec des équipes extraordinaires, avec une équipe de France extraordinaire aussi, bien sûr. Donc voilà, heureux d'avoir la chance de vivre ça. On a eu la chance, nous, d'en jouer une, pour ma part, et de le vivre ça en tant que supporter. J'espère que les Français se rendent compte de la chance qu'ils ont. Ouais, une finale 99 perdue face aux Australiens, c'est vrai. Ouais. Voilà. Ça vous semble possible, ce rêve d'un titre mondial? Vous êtes passé près, on va dire, et voilà. Est-ce que là, c'est la bonne année, selon toi, Philippe? Ouais, en tous les cas, il y a une super équipe, il y a un super groupe. Je vais parler un peu perso. J'ai eu la chance d'être invité par Fabien Galtier 2 fois avant le tournoi et avant le départ de la Coupe du Monde à Cabreton, quand ils étaient dans la région pour préparer ces événements. Et l'impression que donne le groupe, c'est qu'il y a vraiment un super groupe. Et puis on a la chance d'avoir des talents, on a la chance d'avoir une équipe extraordinaire. Donc ouais, c'est chez nous. Après.
les personnes qui sont autour du micro ce soir, François et comme toi, on connaît tous l'exigence du haut niveau et on connaît tous bien sûr une Coupe du Monde, c'est 3 jours, enfin c'est 3 matchs parce que les matchs de poule, bien sûr, on finira premier et après voilà, il faut tout. 99 était un exemple fort pour cette demi-finale. On avait les dieux du rugby qui étaient avec nous et j'espère que les dieux du rugby seront avec la France en cette année 2003. 3 semaines. 2023. 3 semaines en octobre. C'est ce qu'on peut espérer. Johan, Eric, peut-être avec Philippe, quand même. Je vous laisse entre ailiers, si je peux me permettre. Ouais, non mais je crois que est-ce que Philippe, me dis pas que tu te régales quand même avec le jeu des Anglais, juste rassure-moi. Non, je me régale pas, mais franchement, j'ai vu les Anglais jouer hier soir. Voilà, ils sont là pour gagner, ils sont pas là pour faire du jeu, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de savoir ce que pensent les gens. Ils ont pris le point de bonus. Ils sont et c'est peut-être une des équipes où personne n'a mis un billet dessus. Et voilà, c'est ce genre de match qu'on risque de voir avec des équipes comme ça jusqu'aux phases finales. Et c'est bien, pas bien. Je suis d'accord avec toi que quand on est devant la télé, voilà, s'il y a le PSG qui joue, on peut zapper et regarder le PSG, mais en tous les cas, voilà, ils sont là pour gagner, ils sont pas là pour faire le spectacle. Ils sont là pour gagner et depuis le début de la Coupe du Monde, les 2 matchs qu'ils ont fait, c'est la même chose, c'est fort des grandes chandelles et en avant. Johan. Il le dit très bien, Philippe, c'est que ils sont là pour gagner, ils sont en mission. On les aime, on les déteste. Ils sont clivants. J'ai déjà assisté à Angleterre-Argentine. Sincèrement, c'était dur à regarder. C'était très dur à regarder. Mais au final, ils sont à 14, ils se retrouvent, ils se resserrent derrière Ford, qui est en pleine ascension en ce moment. Il retrouve une deuxième jeunesse. Et voilà, il amène son équipe avec lui et voilà, félicitations à eux. Est-ce que si on voit une équipe championne du monde contre les Anglais, comme les Anglais, c'est que le rugby aura bien changé. Mais moi, sincèrement, j'y crois pas. Ils vont se retrouver en demi-finale, certes, mais ils n'ont pas un jeu pour être champion du monde. Voilà. Lucien, une question peut-être pour Philippe. Oui, Philippe, qu'est-ce que vous pensez de Louis Biel-Biarré, lui qui peut jouer ailier et arrière, un peu la sensation de ce début de Coupe du Monde? Force est de constater que c'est un super joueur. Maintenant, voilà, on est dans ce qui se fait de mieux aujourd'hui dans le rugby mondial, une Coupe du Monde. Alors j'aurais la prétention de dire un gamin, mais on se retrouve un peu dans lui parce que c'est un joueur un peu faux follet qui aime les espaces et qui aime s'amuser avec le ballon. Mais aujourd'hui, voilà, il arrive c'est sa première Coupe du Monde, c'est sa 2e ou 3e sélection. Voilà, la marche est trop haute. Maintenant, c'est des joueurs qui sont extraordinaires et qui sont pleins d'audace, pleins d'envie. Et on en serait de même, hein, à 20 ans faire une Coupe du Monde ou à 21 ans, je sais pas trop qui les dire, mais ouais. Voilà, 20 ans faire une Coupe du Monde, nous on les regardait à la télé quand on les regardait, mais voilà, bien sûr que c'est des joueurs extraordinaires, mais aujourd'hui je crois que le traité nouveau a besoin d'enthousiasme, a besoin de fraîcheur, mais malgré tout des Damien Penaud, des Villiers, même si il n'a pas été trop à son avantage lors du dernier match, il y a besoin d'expérience, donc voilà, c'est ou lancer des jeunes comme ça dans des grandes compétitions comme la Coupe du Monde avec beaucoup de pression, avec beaucoup d'attente des spectateurs. Pourquoi pas? Je crois que c'est un pari, mais ça peut être des jeunes qui bien sûr ont l'avenir du rugby français entre leurs mains. Qu'est-ce qui t'a impressionné quand tu allais voir les Bleus à l'entraînement à Cabreton, notamment, au-delà du groupe et de la cohésion, voilà, par rapport à ce que toi tu as vécu comme joueur en équipe de France ou à Biarritz, Philippe? Je crois qu'on n'a pas fait le même sport. Non, j'ai adoré le professionnalisme des mecs, j'ai adoré
tout le staff qu'il y a autour de cette équipe-là. Je crois qu'ils sont plus de 30 mecs autour du staff à analyser. Enfin, c'est vraiment impressionnant. C'est d'une rigueur, d'un professionnalisme exemplaire. Et voilà, est-ce que le rugby a certainement besoin de ça pour gagner une Coupe du Monde, parce qu'on ne l'a jamais gagné. On est encore vierge de ce côté-là, même si on a eu la chance de jouer des demi et des finales, mais on n'a jamais gagné. Est-ce qu'il y a besoin de ça? Mais en tous les cas, ce qui m'a impressionné, c'est vraiment le physique des mecs, déjà, des Damien Penaud. Quand on regarde un peu de loin, l'entraînement, c'est à part les 2-3 secondes de ligne qui font plus de 2 mètres. Après, on ne sait pas qui joue ailier, qui joue aux 3e ligne, qui joue centre. Enfin, les mecs, c'est des Golgoth, un peu ce qu'a connu un peu plus Johan sur sa carrière, parce que c'est vrai qu'au Stade Toulousain, c'était déjà beaucoup plus impressionnant que nous dans nos petites campagnes. Mais c'est ce qui m'a impressionné le plus, c'est l'état d'esprit des mecs, les mentalités. Le coach il siffle, tout le monde s'arrête, tout le monde écoute, tout le monde est attentif. Nous, il y avait toujours une connerie qui fusait, où il y avait toujours un truc pour rigoler. Là, c'est complètement différent, quoi. Excusez-moi, je suis dans la rue. Et c'est vraiment différent, mais c'était très beau à voir, et j'étais très impressionné et très content que Fabien puisse me faire partager ces moments-là. Voilà, Fabien, donc de qui vous avez toujours été proche lorsque vous étiez joueur, et visiblement ça continue. La Namibie, 3e match, je crois que le 3e match en 99, c'était aussi la Namibie, et ça vous avait fait démarrer, vous personnellement, dans la Coupe du Monde. Hein. Ouais. J'avais pas fait un match encore. Et j'ai eu la chance de marquer 2 ou 3 essais, je crois, et c'était à Bordeaux. Et voilà, oui, après c'est une Coupe du Monde, donc il faut les matchs se suivent et se ressemblent pas. Hein. On a pu le voir avec l'Uruguay où l'équipe de France a gagné ce match tiré par les cheveux. Alors qu'on parle de remplaçants ou pas, mais je suis pas de cette analyse-là. Je crois que c'est un groupe de 25 joueurs qui sont là. On peut pas dire que des joueurs qui ont fait un match soient pas bons. Mais en tous les cas, il faut faire attention, parce que même si on n'est pas inquiet sur le match à Namibie, mais en tous les cas, la prestation sera importante pour donner du moral et un bon état d'esprit à l'équipe. Merci Philippe Bernat-Salle d'avoir été avec nous en direct sur Sud Radio. Toujours un plaisir de t'entendre, mon cher Merci Fifi. de ton invitation, François. Bise à Hugo et à Eric, et puis à très vite. Johan et Eric, bien sûr. Bonne soirée, bonne Coupe du Monde. Mais bien sûr, on va continuer bien d'ailleurs, parce qu'on va parler arbitrage. On va revenir quand même sur cette tête de Marleur. Là, on va en parler dans un instant avec Laurent Cardona, qui sera avec nous, notre consultant arbitrage. Et puis aussi, il y a des cadeaux. 0826 300 300. Qui je suis? Voilà, c'est le jeu que vous aimez. C'est le jeu qui nous fait bien rigoler, et surtout aussi qui nous fait des petits rappels de culture rugby. À tout de suite dans Au cœur de la mêlée. Au cœur de la mêlée sur Sud Radio, la radio de la Coupe du Monde de rugby. Vous êtes bien sûr les bienvenus. Je vous ai dit le 0826 300 300 dans quelques minutes pour le jeu Qui je suis. Mais avant cela, un petit point quand même, un petit retour sur le week-end côté arbitrage. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Vous voulez m'en siffler? Non, pas du tout. Bon, alors laissez-moi faire. Merci, monsieur. Ça, c'est la règle. Ça, c'est le sifflet. Une fois que ça a retenti, c'est terminé, on ne chambre pas. Si tout le monde parle et tout le monde est en train d'expliquer les règles de mon sport, ça va vite m'agacer. Vous voulez m'en siffler? Si vous voulez m'en siffler, je vous le laisse. Oui, est-ce que Eric ou Johan veut le sifflet de monsieur Cardona, messieurs? Non, on lui fait confiance. Entièrement confiance. Johan, est-ce qu'il y a... Salut Laurent, pardon, je t'ai pas encore dit bonjour. Laurent Cardona, ancien arbitre professionnel. Juste, Johan, Eric, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a interpellé ou voire agacé ce week-end? L'essai anglais qui prête à interprétation et qui je sais pas, on a un arbitre, il va nous expliquer comment il a vécu ça, lui, parce que 9 fois sur 10 c'est en avant, pas la tête, attention. Mais au sommaire, donc, l'essai de Joe Marler, bien sûr. On va quand même demander à Johan ce qui, toi, t'as interpellé ce week-end côté arbitrage. Rien, hein. Tout a été cohérent sur cette journée-là. Les arbitres ont su redresser la barre par rapport à la première journée où on a pu voir quelques scories aussi de leur côté, mais sur ce week-end, il n'y avait rien
qui m'a interpellé ou choqué. D'accord, ils ont une bonne note donc ce week-end. L'action donc de cet excès anglais de Courtney Lawes, Laurent Cardona, il y a eu une tête, ça c'est un peu laissé entre guillemets un peu casquette, mais ce qui interpelle c'est ce qu'il y a eu avant la tête. Ouais. Donc y avait-il en avant la tête de Joe Marler? D'abord, juste quand même, la tête, ça compte pas comme un en avant, on est d'accord? Oui, c'est bien ça. On peut faire un en avant du haut des épaules jusqu'à la taille. Voilà, toutes les parties du corps qui touchent le ballon et si le ballon part vers l'avant, il y a bien en avant. Donc la tête et les jambes, vous l'avez compris, ne font pas partie des parties du corps où on fait en avant. Sauf si on lâche involontairement le ballon et qu'involontairement on met un grand coup de pied dedans pour se sauver. Ça a dû arriver à Johan quelques fois. L'arbitre siffle quand même en avant parce que c'était pas un geste volontaire. Bah alors attends, le coup. Parce que là, tu as parlé les épaules, la tête et le cou. Alors, il en fait quoi du coup? C'est très rare quand on touche le cou, mais on peut le considérer avec la tête, le cou. Bon, mais le ballon par carton jaune. Si le ballon touche le cou, il y a carton jaune sur le ballon. Donc, est-ce qu'il y a des choses qui t'ont choqué, comme le disait Eric, Laurent, sur cette action anglaise? L'essai devait-il, selon toi, être validé, comme il a été validé par le corps arbitral? Je comprends la remarque d'Eric, où un coup sur deux, probablement que l'arbitre aurait peut-être sifflé en avant. Moi, je le vois absolument pas en avant, puisqu'il tape sur le coude du joueur anglais, et je vois bien cette trajectoire partir vers l'arrière, donc partir vers l'arrière, surprendre Marler, taper sur la tête, et après, bon, on sait comment ça a fini. À la surprise de tout le monde, il y a eu essai, donc très sincèrement, l'essai pour moi est totalement valable, sans quasiment l'ombre d'un doute, même si je comprends ceux qui peuvent avoir un doute, malheureusement. Voilà, c'est le destin. Mais ce qui est dommageable, Laurent, c'est que, ou tout le monde, mais c'est que ça éteint un peu les Japonais dans ce match qui était serré. C'est juste ça dans cette action-là, c'est ce qui fait décrocher les Japonais. C'est dommageable, mais comme l'essai où Rémi Radradra se fait avoir comme un bleu, quoi. Je veux dire, alors, je parle pas de l'action du jeu au sol, l'Australien, enfin, il y a faute au sol. Non, bien sûr. Bon, l'arbitre décide de ne pas le prendre, c'est comme ça, on va pas y revenir, bon, ça peut arriver. Mais derrière, Rémi Radradra est un bleu, quoi. Je suis désolé de le dire, pourtant c'est un grand joueur. Non, bien sûr. Mais sur cette action-là, on dirait un enfant. C'est Fidjien. Et il se fait avoir par des Australiens très opportunistes. Le premier à avoir marqué un essai comme ça sur un 50-22, c'est Louis Bielbarré avec l'UBB l'année dernière. Donc il y a eu un 50-22 fait par Max Lucu. Louis Bielbarré a suivi le ballon, remise en jeu rapide, et c'est derrière. Et ben c'est la deuxième fois que je vois cette situation dans un match officiel. Et là, c'est Radradra s'est fait avoir comme un bleu. À la différence, Eric, à la différence sur cette action, c'est que le ballon, il a touché le panneau publicitaire. Alors, est-ce que là, on devait arrêter Non, le panneau publicitaire n'est pas un frein à jouer une remise en jeu rapide. Les seules choses qui peuvent être un frein, c'est le ballon a été manipulé par un autre joueur coéquipier à celui qui doit remettre en jeu. C'est pas possible de jouer rapidement. Le ballon est touché par un ramasseur de balles, éventuellement un entraîneur ou un chien, un oiseau. Voilà. Dans ces cas-là, quelque chose de vivant. Le ballon ne peut pas être remis en jeu après avoir touché quelque chose de vivant. On va le dire comme ça. Un parachutiste éventuellement. La rambarde. Le public. À Toulouse, ça m'était arrivé d'accorder une remise en jeu rapide parce que Guy Novès, à l'époque, s'asseyait toujours sur une grosse glacière et le ballon était sorti en touche, tapé sur la glacière de Guy Novès, qui n'était pas assis dessus cette fois-ci, et t'es revenu, le joueur avait récupéré le ballon et l'avait remis en jeu rapide, la touche avait été accordée et un essai avait été marqué derrière. Voilà, il n'y a aucun problème, la rambarde n'empêche pas une remise en jeu rapide, on peut jouer. D'accord. Johan, je t'ai coupé, pardon, une petite question pour Laurent Cardona, notre consultant arbitre. Pourquoi? Ouais, c'était juste. Je sais pas si tu vas répondre, mais pourquoi on revient pas alors qu'il y a un doute et que tout le monde s'arrête, les Fidjiens lèvent les bras? Pourquoi on revient pas sur cette action? C'est quand même incroyable qu'on revienne pas là-dessus quand même. Alors, je pense tout simplement, et ma réponse va te sembler très bête, Johan, et j'en suis désolé, que ça ne fait pas partie du protocole vidéo. Ce n'est pas un hors-jeu, ce n'est pas du jeu déloyal. C'est du jeu au sol classique, jugé par l'arbitre en direct. On ne revient pas sur toutes les situations. Le protocole vidéo ne permet pas de revenir sur toutes les situations. Oh, c'est la dernière action. Et voilà, je pense tout simplement que ça ne fait pas partie du protocole vidéo et que les arbitres
ne sont pas rentrés. Les Britanniques sont très cadrés là-dessus. Et si ça ne fait pas partie du protocole, on ne rentre pas sur un appel vidéo qui ne fait pas partie de ce protocole. Parce que le geste de Richie Arnold, c'est sur les bras. Il est allongé. Le ballon est perdu par les il touche pas le ballon. Hein. Il repousse le ballon dans son camp. On le voit bien au ralenti. Moi, je suis persuadé qu'il pousse les mains du joueur. Il tape sur les mains. Il touche le ballon. Je suis. Alors, par contre, juste un petit truc. Moi, tu vois, sur la passe, techniquement, sur la tête, là, anglaise, je suis entièrement d'accord avec toi. Et techniquement, ce ballon tape sur le coude et techniquement, donc, il continue une course en arrière. Donc, c'est vrai. C'est vrai qu'il n'y a pas d'avant. Joe Marler, quand tu regardes, il est placé légèrement derrière le joueur. Ah oui. Il a la profondeur comme un trois quarts centre. Bon. Ouais, et qu'il est. Il a la gestuelle, la technique, tout. Mais tu vois, à ce moment-là, moi, il y a une action. Alors, t'en as parlé, mais c'est Tonga, je ne sais plus contre qui ils ont joué. Irlande. Il y a le troisième centre qui fait une percée contre l'Irlande. Et dans l'intervalle, il est pris en même temps. Donc, il touche le bras, le ballon lui glisse. Ouais. Il prend le ballon avec le genou. Mais pour moi, il n'y a pas en avant. Alors, à ce moment-là, si là, il n'y a pas en avant, le ballon, il tombe même pas en avant. Parce que quand on tape, le ballon, on le jette devant. Là, il glisse le long du corps, il le prend avec le genou, il continue sa course. Là, lui, c'est en avant. Tu vois, c'est limite, quoi. Alors, le ballon glisse le long du corps, je vois très bien la situation. Et justement, le ballon lui a échappé, il a glissé le long du corps. Et par réflexe, et pour pas qu'il tombe par terre, il a tapé avec le genou. Et ça, c'est considéré comme un en avant. Eh bien, tu vois, je trouve pas ça logique par rapport à l'autre geste. Puisque il n'y a pas en avant. Ouais. Ah, je le comprends, mais pourtant, je te confirme, Eric, c'est bien en avant. Techniquement, il n'y a pas en avant. Ouais. Bon, voilà, vous avez toujours raison, de toute façon. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'on les aime, nos arbitres. Voilà, merci. Et qu'on en a besoin. Et qu'on les respecte. Bien sûr, et qu'on les respecte. Et qu'on invite Laurent à rester, bien sûr, pour le qui je suis, parce que c'est une séquence qu'on aime beaucoup. Voilà, ce jeu qui va vous permettre, bien sûr, de gagner quelques cadeaux. C'est parti. Sud Radio, au cœur de la mêlée. Alors, puisqu'on ne se connaît pas, présentez-vous. Présentez-vous. Les gars, qui je suis? C'est moi. C'est moi. Je suis un monsieur. Ça, c'est se présenter. Le qui je suis, le jeu que tout le monde nous envie. Lucien Gasparac, qui dans une autre vie a présenté Qui veut gagner des millions. J'y aspire. Oui, il y a les Jeux Olympiques et au-dessus, il y a le qui je suis. Et on est avec Vincent Dugers et Eric de Bordeaux qui ont appelé le 0826 300 300 pour jouer et peut-être remporter un ballon officiel Jules Bert estampillé Sud Radio. Bonjour à tous les deux. Gilbert. Bonjour à vous. Gilbert. Est-ce que vous êtes prêts à jouer au qui je suis? Très bien, alors je rappelle les règles. Je vais démarrer, je vais donner des indices. C'est le premier qui trouve qui a un point. Le premier arrivé à 3 points l'emporte. Et pour avoir un point validé, il faut que vous me donniez votre prénom, puis le nom du joueur en question que vous pensez pour que ce soit validé. Est-ce que c'est clair? Très clair. Oui, j'ai l'impression d'être Laurent Cardona là, de distribuer des règles. Tout va bien. On siffle pas, donc tout va bien. Allez, on y va. Top. Je suis un pur produit du Haut-de-Garonne. Mon surnom est essentiel aux enfants. Je suis réputé pour ma tenue en mêlée. Je joue à droite au Stade Toulousain. J'ai été remplaçant de Winnie Antonio pour le match. Il me faut un prénom. Johan. Dorian. Vincent. Dorian Deguerry. Un point pour Vincent. Ah, bravo Vincent. On continue. Bravo, ok. Attends, mais moi je joue ou je joue pas? Je sais plus moi. C'est les auditeurs qui jouent. Mais bon, on n'a rien entendu. Il y a eu une petite passe décisive de Johan Huget, mais c'est ça qui est beau. Les consultants, ils restent joueurs, c'est des joueurs dans l'âme. C'est le rugby. Ah oui, moi tu me donnes un jeu, c'est pour jouer et gagner surtout. Allons-y, on est au frigo là. Allez, le deuxième point qui est en jeu entre du coup Vincent et Eric. Top, mon prénom est un engin motorisé à 4 roues tout-terrain, souvent utilisé pour le loisir. Mon nom de famille est un modèle de voiture d'une marque britannique. Je fais le bonheur des supporters. Vincent Cooper. Oui, Cooper, oui, c'est ça. Il est monstrueux. Un deuxième point pour Vincent, bravo, qui a bien dit son prénom. Quadé Cooper. Attention Eric, puisque si Vincent l'emporte, il remporte le ballon officiel Gilbert et il remporte le qui je suis, et c'est surtout ça l'intérêt. On est parti.
Mon nom de famille est une ville en Syrie, mais je suis un joueur venu du Pacifique. J'ai joué pour l'équipe de France, mais je ne fais pas la Coupe du Monde. Je suis la principale arme offensive de mon club. Mon club qui est entouré de volcans. Je suis d'origine fidjienne. Je joue à l'aile. J'ai fait la Coupe du Monde 2019. Je vous laisse un peu de temps. N'en profitez pas pour aller sur vos téléphones, bien entendu. Je joue à Clermont. Je suis ailier d'origine fidjienne, mais je joue pour l'équipe de France. Non, ils ont mis trop de temps, les deux. Allez, gauche, on est mort. J'ai de la ressource et j'ai d'autres qui je suis à vous proposer. On peut quand même donner la réponse. Oui, évidemment. Ali Verretti, Raka. Bien sûr. Bien sûr. Vous êtes prêts, messieurs? Point décisif. Mon nom de famille est un adjectif pour dire calme. J'aime faire des chisteras. Je suis réservé. Vincent? Et c'est un point pour Vincent, et c'est Vincent qui l'emporte. Bravo Vincent. Vous remportez le ballon officiel, Gilbert. Merci d'avoir appelé le 0826 300 300 sur Sud Radio. Et bravo Eric tout de même qui a participé à ce qui je suis. N'hésitez pas à nous rappeler. Merci Vincent, Eric. Merci. Merci Lucien. Merci à toute l'équipe, bien sûr. On se retrouve demain 20h pour Au cœur de la mêlée. Merci d'avoir été sur Sud Radio, bien sûr. Merci Quentin, Aude et toute l'équipe, Adrien également. Et bien on se retrouve demain 20h.